Numéro 3, les Vidal, Argentine, 1968. Lorsque Madame Vidal a quitté le terminal de l'aéroport, elle avait l'air blême. Elle s'appuyait sur son mari Gerardo pour du soutien. Gerardo a conduit sa femme dans le salon des arrivées, où elle s'est effondrée, entourée de sa famille. Elle a été emmenée à l'hôpital pour observation, le diagnostic épuisement nerveux. La question que tout le monde se posait était « Que diable s'est-il passé ?» Gerardo était à court d'explications. Il a dit qu'il portait toujours les mêmes vêtements de soirée que lui et sa femme portaient 2 jours plus tôt lorsqu'ils ont tous deux disparu dans l'air épais. Gerardo a ensuite expliqué, du mieux qu'il pouvait, la séquence d'événements qui les a menés au chevet de sa femme à l'hôpital. La police était également intéressée, tout comme le journal local La Raison. Le docteur Gerardo Vidal était un avocat éminent et respecté dans sa ville natale de Maipú, dans la province de Buenos Aires en Argentine. Donc l'histoire n'a pas été prise comme les caprices d'un chercheur de gloire en quête d'attention. Selon le docteur Vidal, tout a débuté lors d'une réunion de famille le dimanche 2 juin 1968 à Chascomis, à environ 80 miles de chez eux. Après un dîner et une soirée dansante tardive, les Vidal ont préféré rentrer en voiture, un trajet de 2 heures, plutôt que de dormir sur place. Leurs cousins, qui vivaient également à Maipú, ont décidé de les accompagner. Les 2 couples ont donc pris 2 voitures pour emprunter la route nationale 2 dans la province de Buenos Aires. C'était juste après minuit le 3 juin 1968. Les Val suivaient sur leurs proches à une distance suffisante pour ne pas les coller, mais assez près pour pouvoir voir les feux arrière de la voiture et l'épais brouillard qui s'intensifiait. Mais lorsque les proches sont arrivés à Maipú, les Vidal n'étaient pas derrière eux. Ils ont attendu une demi-heure, mais ils ne les voyaient toujours pas. Alors, le couple inquiet est remonté dans leur voiture et a repris la route 2 à la recherche des Vidal. Les membres de la famille qui cherchaient sont finalement revenus sur le lieu de la fête. Mais quand on leur a dit que les Vidal n'étaient bien jamais revenus, les chercheurs ont fait tout le chemin en sens inverse. Examinant les rues latérales et les ravins à la recherche d'un indice sur l'endroit où un accident, une voiture renversée, n'importe quoi. Mais les Vidal n'étaient nulle part. La police a été appelée, des recherches officielles ont été entreprises et pourtant aucune trace du couple disparu. 2 jours après, M. Rapopini, organisateur du dîner de retrouvailles, a reçu un appel longue distance. C'était le consulat argentin à Mexico et à sa grande surprise, c'était Gerardo Vidal. Lui et sa femme s'étaient retrouvés, d'une manière ou d'une autre, à 4000 miles de leur destination prévue. Le docteur Vidal a raconté comment sa femme et lui se rappelaient qu'il faisait nuit la dernière fois. En rentrant de la fête en voiture, ils sont entrés dans un épais brouillard sur la route 2. Puis tout est devenu noir. Ils se sont réveillés sous un soleil éclatant, assis dans leur voiture, garés dans une rue inconnue. Tous 2 souffraient d'intenses maux de tête et d'engourdissement comme au réveil d'un profond sommeil. Le docteur Vidal est sorti et a demandé à passer près d'eux pour savoir où ils étaient. Il a été stupéfait d'apprendre qu'ils étaient à environ 1 heure de Mexico. Le docteur Vidal s'est retourné pour voir que leur Peugeot 403 portait maintenant des marques de brûlure là où la peinture avait été brûlée. Ils portaient également les mêmes vêtements et n'avaient aucun souvenir de la façon dont ils étaient arrivés là. Au cours de cette journée, le couple s'est rendu au consulat argentin. Un officiel là-bas a confirmé leur identité et leur a permis d'appeler chez eux. La voiture était maintenant une épave, alors les Vidal l'ont laissée au Mexique. Ils ont pris un avion pour retourner en Argentine où leur famille les attendait maintenant. La police argentine a pris l'affaire très au sérieux, pensant peut-être que le couple avait été enlevé d'une manière ou d'une autre, mais ils n'ont pas expliqué comment ils pouvaient reconduire leur voiture 4000 miles en 2 jours sans reçu pour l'essence, la nourriture ou l'hébergement. Et même si le docteur Vidal conduisait à 70 miles par heure, il aurait fallu 57 heures sans s'arrêter pour arriver à Mexico. Comment ont-ils fait en environ 48 heures ? Le journaliste de La Raison était aussi sceptique. Alors, il a fait un peu de fouille.
Ce qu'il a trouvé l'a surpris. Il a pu confirmer l'état de santé de Madame Vidal, un épuisement extrême et une déshydratation. Il a interviewé l'officier de cas du consulat qui a aidé les Vidal. Il a vérifié les registres téléphoniques pour confirmer que le consulat a appelé Monsieur Rapini, l'hôte de la fête. Il a pu confirmer que leur vol retour de Mexico était sans escale et en sens unique et que le couple a bien embarqué pour le Mexique et est descendu en Argentine. Il y a certains détails, a écrit le reporter, qui n'ont cessé de préoccuper même les plus incrédules. Madame Vidal a quitté l'hôpital quelques jours après son diagnostic d'épuisement, mais ses amis ont dit qu'elle ne s'est plus jamais sentie comme avant. Un an après les événements de sa prétendue téléportation à travers 4000 miles, Madame Vidal a été diagnostiquée avec une leucémie. Elle est décédée en 1969 et son mari s'est retiré de la vie publique, laissant le mystère du couple téléporté sans véritable réponse. Mais les Vidal n'étaient pas les premiers à se retrouver soudainement au Mexique après un voyage dont ils ne se souviennent pas. Pas du tout. Numéro 2, Gil Pérez, Mexique, 1593. Aujourd'hui, la célèbre Grande Place, ou Place Zócalo, à Mexico, est une vaste zone ouverte recouverte de béton et d'asphalte. Mais en 1593, quand elle s'appelait Plaza Mayor, il y avait des étendues d'arbres sur une herbe verte luxuriante. Les enfants jouaient souvent sur la place qui servait de parc pour les habitants. On dit que c'est l'un de ces enfants qui a vu Gil Pérez en premier. Pendant que l'enfant jouait et courait devant l'entrée principale du palais, il aperçut un soldat étrange en marche. L'une de ces choses n'est pas comme les autres. Ils ont probablement pensé que l'homme était dans la quarantaine, habillé de manière étrange, portant un uniforme militaire qui le faisait ressortir comme un pouce endolori alors qu'il marchait au pas avec les autres gardes du palais. L'uniforme de cet homme était de la mauvaise couleur, son chapeau était différent de tous les autres, même son arme était étrange, l'épée plutôt que les mousquets à tromblon tenus par les sentinelles de la porte. L'enfant a signalé l'homme au garde en patrouille. Le garde a contacté son capitaine qui a d'abord approché l'individu étrange. « Quel est votre nom ?» demanda le capitaine. « Mon nom est Gil Pérez » a dit l'homme. Le capitaine n'a pas approfondi le sujet. Il était clair que cet homme était espagnol et le capitaine, vétéran de nombreuses guerres étrangères, savait que l'uniforme de Gil Pérez était de l'armée espagnole. Cet uniforme particulier était réservé aux gardes du palais de Manille dans les Philippines sous contrôle espagnol. Le capitaine a ensuite demandé comment il se faisait que Pérez se trouvait à 9000 miles de son poste. Pérez a déclaré ne pas pouvoir expliquer cela. Pérez a expliqué que son dernier souvenir était de faire un double quart à Manille. La situation était chaotique après un coup d'État visant à renverser le gouverneur espagnol. Alors qu'il commençait sa garde de nuit, Pérez a croisé son capitaine qui s'apprêtait à monter à bord d'un galion en route pour Mexico pour informer ses commandants que le gouverneur avait en fait été assassiné. Submergé, Pérez s'est appuyé contre le mur pour fermer les yeux. Quand il a ouvert les yeux, il était d'une façon ou d'une autre à Mexico. Il s'est réveillé sous un arbre sur la place, a-t-il dit. Ne sachant quoi faire d'autre, il a marché avec les autres gardes du palais. Perplexe et plus que légèrement confus, le capitaine a fidèlement dépossédé Pérez de ses armes et l'a emmené à part pour rencontrer le vice-roi Luis de Velasco. C'est au vice-roi que Pérez a raconté le reste de son histoire. De retour à Manille, dit-il, le gouverneur espagnol des Philippines avait été assassiné lors d'un coup d'État. Le Mexique n'avait pas encore été informé de la tragédie si la nouvelle perturbait le vice-roi. Il avait l'intuition que Pérez était le soldat de carrière franc et qu'il disait la vérité. Mais si Gil Pérez a d'une manière ou d'une autre parcouru 9000 miles apparemment du jour au lendemain, cela doit être l'œuvre du diable. À l'époque, les Espagnols savaient traiter avec l'œuvre du diable. Ils avaient l'Inquisition. Alors que les gardes conduisaient Gil Pérez dans un cachot à Santo Domingo, il insistait sur le fait qu'il n'était ni possédé ni maléfique.
et que si son grand voyage s'était fait sur les ailes du diable, il ne s'était pas associé à lui. Pérez a répondu à toutes les questions avec sincérité et déférence envers la volonté divine. Les inquisiteurs en sont venus à croire qu'il pourrait être un homme véridique et craignant Dieu. Cependant, ils ont dit qu'il ne devrait pas, ne pourrait pas, ou la le laisser libre tant qu'il n'en était pas sûr. 8 semaines se sont écoulées. Pérez est devenu un prisonnier doux, priant chaque jour avec les gardes. Il était amical et jovial malgré son épreuve. Puis le vice-roi de Velasco a ordonné que Pérez soit amené au palais. Il semble qu'un galion espagnol soit arrivé à Acapulco en provenance des Philippines avec des nouvelles. Le gouverneur avait été assassiné la nuit même où Gil Pérez a dit qu'il l'avait été. Non seulement cela, mais le capitaine qui est devenu au Mexique avec des nouvelles était le capitaine de Pérez à Manille. Il a reconnu Pérez et a confirmé qu'il faisait partie du régiment de la garde du palais. La dernière fois qu'il a vu Pérez, a rapporté le capitaine, c'était juste avant qu'il ne monte à bord du galion pour le Mexique. Comment Pérez a-t-il réussi à se rendre au Mexique avant lui ? La confirmation du capitaine a choqué les anciens de l'Inquisition qui ont tous convenu que c'était l'œuvre du diable d'une manière ou d'une autre. Mais plutôt que d'exécuter Pérez, le Saint-Office a accepté de le renvoyer à Manille sur le navire de retour. Alors que Pérez était enchaîné à un âne, lui et une poignée de soldats se sont embarqués pour le port d'Acapulco, mais Pérez n'y est jamais arrivé. Alors que les soldats montaient un camp pour se protéger d'un violent orage, ils ont placé Pérez dans une tente, mais lorsque l'orage a passé, ils ont vérifié pour découvrir qu'il avait disparu. Peut-être que Gil Pérez s'est échappé, connaissant la foi qu'il attendait pour désertion à Manille. Ou peut-être qu'il s'est simplement transporté ailleurs. Que le diable soit maudit. 1. Les frères Pansini, Italie, 1905. Mario Pansini pensait que la maison de sa famille à Rouvo, en Italie, était maudite lorsque des événements étranges ont commencé à s'y produire. Elle était hantée, pensait-il. Mais surtout, il pensait qu'elle pourrait aussi être possédée. Presque immédiatement après leur emménagement, la femme de l'homme et ses 2 jeunes fils ont remarqué que des objets tombèrent inexplicablement des murs. Le fils de 7 ans de Mario, Alfredo, a commencé à avoir des crises catalytiques. Le corps du garçon se raidissait. Il s'évanouissait brièvement par moments. Quand il se réveillait, Alfredo parlait parfois en français, une langue qu'il n'avait ni connue ni apprise. Convaincus que cela pourrait être observé en jeu, les très catholiques de Panassini ont fait appel aux anciens de la très sainte église pour pratiquer un exorcisme sur la maison et le garçon. Et cela semblait faire l'affaire pendant un certain temps. 3 ans pour être exact. En 1904, lorsqu'Alfredo a eu 9 ans et son frère cadet Paolo 8 ans, un nouveau rebondissement survint dans les événements. Alfredo avait de quelque manière que ce soit pris l'habitude de disparaître des pièces quand personne ne le regardait pour réapparaître quelques secondes plus tard dans une autre pièce de la maison. Peut-être que ce n'est pas si étrange, mais les distances auxquelles il semblait se téléporter ont augmenté. Une fois, alors qu'il voyageait en calèche, son père s'est retourné pour voir que son fils n'était pas assis avec lui dans la cabine. Confus et déconcerté, Mario a sauté en sortant lorsqu'il est arrivé à destination, prêt à appeler à la recherche du garçon, seulement pour trouver Alfredo qui l'attendait une fois arrivé. Dans un autre cas, le garçon a disparu de la cuisine, pendant que le dos de sa mère était tourné. Elle a été appelée par un voisin quelques instants plus tard pour dire que le garçon était d'une manière ou d'une autre dans leur maison dans la Puglia voisine. Un matin de janvier, à 9h, la mère d'Alfredo l'a salué. Une demi-heure plus tard, à 9h30, elle a reçu un appel lui demandant de venir le chercher. Il était du couvent des Capucins à Malfatti, à 30 miles de distance. Comment, pensait Mario, un garçon de 9 ans pourrait-il parcourir 30 miles en si peu de temps ? Encore une fois, comme l'a dit Witt, le père est allé main dans la main chez l'évêque de Bitonneau. L'évêque s'est retourné à Ruvio avec Murillo pour rencontrer la famille, mais pendant leur séjour, quelque chose d'étonnant s'est produit. Non seulement Alfredo a disparu, mais son frère Paolo également.
Les garçons ont été retrouvés sains et saufs plus tard, mais dans un état d'aïdosis profond, chez un parent dans la ville côtière de Trani, à 15 miles de distance. Troublé par ce tournant des événements, l'évêque a trouvé que le cas des frères téléportés dépassait largement ses connaissances religieuses. Il a rapporté l'histoire au Vatican et a finalement réussi à la faire remonter jusqu'au pape Pie X, qui a confié l'affaire à son médecin personnel, le docteur Joseph Le Pony. Le docteur, accompagné de l'évêque Bernardi Pascal et d'un juge local, a commencé à interroger les personnes auxquelles les frères étaient apparus. Aucun des témoins n'avait la moindre idée de la manière dont les garçons étaient arrivés là où ils étaient, à la vitesse à laquelle ils l'avaient fait. Pour sa part, l'évêque Pasquale soupçonnait qu'il s'agissait d'une farce juvénile. Les automobiles étaient rares dans la région en 1904, mais il y en avait quelques-unes. Peut-être qu'ils ont fait de l'autostop. Les trains auraient pris beaucoup plus de temps à attendre qu'un tableau ne l'aurait été pratique, mais cela aurait pu être possible, juste peut-être. Ou les garçons ont peut-être volé le cheval d'un voisin pour se précipiter vers leur destination. Il y avait, pensait l'évêque, un certain nombre d'explications qui pourraient être possibles. Cependant, le docteur a été rapide à souligner que, sur la base de leurs entretiens approfondis en ville, il n'y avait absolument personne qui avait vu les garçons courir sur une route, faire de l'autostop ou sauter dans un train. L'évêque était sceptique jusqu'à ce qu'un événement change sa vision de cette affaire sordide. Exaspéré par l'absurdité de tout cela, l'évêque a enfermé les deux garçons dans une pièce sans fenêtre pendant qu'il s'asseyait avec le docteur Le Pony, Mario et sa femme pour leur dire ce qu'il soupçonnait. L'évêque a expliqué que ce n'était pas l'œuvre d'un démon ou du diable. C'était simplement la nature espiègle des garçons qui jouaient un tour à leurs parents et plus gravement à l'Église catholique. Après la conversation, l'évêque a déverrouillé la porte de la pièce, prêt à réprimander les enfants pour leurs jeux malveillants. Mais les garçons s'étaient enfuis, ayant crocheté la serrure une fois de plus. Cependant, il est rapidement devenu évident que les garçons ne s'étaient pas enfuis. Pas du tout. Environ 1 heure plus tard, un pêcheur qui tirait des filets sur la côte du port de l'État s'est retourné dans son petit bateau et a failli s'étouffer en voyant 2 jeunes garçons assis à la proue du navire. Il était alors ancré à 3 miles du rivage. En 1907, le docteur Le Pony a écrit un livre à succès sur son enquête sur les frères Passini. Et vu ses références de médecins personnels du pape, beaucoup ont pris l'histoire pour parole d'évangile. Mais Alfredo et Paolo n'ont plus jamais téléporté après cela, a écrit le docteur. En enquêtant eux-mêmes sur le cas, les scientifiques italiens ont baptisé le phénomène automatisation ambulatoire. La condition de se déplacer d'un endroit à un autre sans en garder le souvenir. Ou peut-être que les garçons se sont déplacés avec l'aide de ce démon exorcisé 3 ans auparavant. Et ce n'étaient pas les garçons qui faisaient ces farces, mais un poltergeist espiègle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous l'avez trouvé intéressant. Si vous l'avez trouvé intéressant, assurez-vous de vous abonner. Nous aurons une nouvelle vidéo sur le paranormal chaque semaine. Si vous venez de découvrir cette chaîne, assurez-vous de consulter notre autre chaîne Criminellement Listée. Nous avons plus de 325 vidéos présentant des histoires de crimes bizarres, mais vrais, que vous pouvez trouver sur youtube.com/criminellement listé. Nous avons également un podcast sur les affaires non résolues qui ont finalement été résolues, appelé Criminellement Listé présente dans le meurtre. Vous pouvez le trouver sur Stitcher, Spotify, Amazon Music et partout où vous trouvez de grands podcasts. Mais c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore d'avoir regardé. Merci.